Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur CRR2, les reportings prudentiels, et puis nous évoquerons également le thème de Rouba. Nous échangerons ensemble de 18h à 19h30. Au cours du séminaire, vous aurez évidemment la présentation. Alors, la présentation, vous aurez dans un premier temps Monsieur Oualadi du cabinet Montaigne qui interviendra. Monsieur Oualadi interviendra sur la partie, je dirais, l'état de l'art des différentes banques en la matière. Vous aurez dans un deuxième temps la société AFGES, qui est une structure de formation qui interviendra et qui vous présentera les évolutions réglementaires et les impacts à fin juin 2021. Et puis dans un troisième temps, la société Invoque, au travers d'Antoine et de Jean-Marie, nous présentera la partie pratique. Quelles sont les solutions pratiques en termes de reporting prudentiel qui existent? Également, Invoque traitera du thème de Rouba. Et au cours de notre webinaire, donc, vous aurez l'occasion de poser des questions via le chat, s'il vous plaît, et nous laisserons un petit peu de temps pendant le webinaire pour pouvoir échanger, et également en fin de webinaire. Alors, je passe la parole à Monsieur Oualadi du cabinet Montaigne Advisory. Bonjour à tous, bonjour Maxence, bonjour à toute l'équipe qui participe à ce webinaire. Merci Maxence d'avoir organisé cette conférence autour d'un sujet d'actualité, un sujet qui nous tient tous à cœur sur un plan très opérationnel, où on commence à sentir un peu la pression sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des reportings, de ces nouveaux reportings réglementaires. Alors, de mon côté, en quelques mots, je vais juste me permettre de présenter rapidement Montaigne Executive Advisory by AFGES, une équipe, mais surtout une offre d'excellence et d'expertise centrée sur la satisfaction client. Un accompagnement personnalisé à taille humaine, plus de 100 experts proches de vos équipes, 100 experts opérationnels avec une vision à plusieurs niveaux, quid des attentes du régulateur, de la gouvernance, des métiers, des opérationnels, mais aussi du client final. On intervient sur tous les sujets réglementaires et prudentiels et nous nous inscrivons dans l'ADN de l'AFGES Formation, qui a plus de 35 ans d'existence dans les domaines réglementaires et prudentiels. Alors, un constat de CRO, de Chief Risk Officer, ou plutôt ex-Chief Risk Officer, aujourd'hui, alors on peut se dire encore un nouveau reporting réglementaire. Eh bien oui, mais ces évolutions étaient déjà dans les tuyaux depuis 2015-2017, on en parlait, donc il fallait de la préparation, il fallait de l'anticipation. Effectivement, dans le cadre des travaux d'harmonisation, de standardisation au niveau national par rapport aux attentes de la Banque de France, au niveau européen par rapport aux attentes de la Banque centrale européenne, mais aussi au niveau international dans la droite ligne des orientations de Bâle. Ces nouveaux reporting viennent compléter l'existant. Les états COREP, les états FINREP, ils viennent remplacer les états SORFI. Ils ont pour objectif donc de créer des reporting intégrés, de plus en plus intégrés, et visent donc une harmonisation à l'échelle internationale dans le cadre de l'achèvement des travaux de l'EBA. Et donc la question pourquoi, à mon avis, elle ne se pose plus, plutôt que de perdre encore du temps à se poser la question pourquoi est-ce qu'on doit y aller, il faut plutôt se dire comment est-ce qu'on doit y aller, comment est-ce qu'on doit optimiser le temps nécessaire à la prochaine remise qui aura lieu début 2022. Et là, nos experts, sur la deuxième partie comme sur la troisième partie, vont aussi vous donner des clés pour pouvoir aller plus vite à l'essentiel. Un avis d'expert. Le constat majeur aujourd'hui, quand on fait le tour au travers de nos missions d'accompagnement, d'assistance, voire même d'audit des établissements, sur toutes ces thématiques-là de reporting réglementaire, plusieurs conclusions arrivent le plus souvent et concernent l'ensemble des établissements bancaires. Je dis l'ensemble, une bonne partie des établissements bancaires, ils ne sont pas tous prêts. C'est une réalité, et ce, quelle que soit leur taille. Chacune a sa difficulté, ou chaque banque a sa difficulté, ou ses difficultés liées justement à sa taille, à ses activités, à son historique et ses systèmes d'information. Des problématiques structurelles demeurent, notamment en lien avec la data et les systèmes d'information. Des solutions inadaptées aux besoins
parfois, donc on va aller très très vite, soit on va prendre une solution qui ne va pas correspondre à nos besoins, une solution marché, sans pour autant pouvoir fixer un niveau d'exigence à l'entrée pour pouvoir l'implémenter correctement, ou alors on va essayer de, pardonnez-moi l'expression, de bidouiller quelque chose en interne avec des risques opérationnels majeurs par rapport à la fiabilité des données en sortie. Donc des solutions inadaptées soit aux besoins des établissements par rapport à leurs activités, par rapport à la volumétrie des opérations de ces établissements, et des chantiers qui n'en finissent pas avec, dès qu'on sort d'un chantier réglementaire, on embraye sur un deuxième. Mais il y a quand même un autre chantier qui est en cours, là cette fois-ci côté régulateur, par rapport à la notion de proportionnalité, de rationalisation de ces reportings réglementaires pour pouvoir justement permettre aux établissements de réduire les coûts et les investissements liés à tout ce volet-là réglementaire et prudentiel. Une fois qu'on a dit ça, on peut tout de suite enchaîner avec un retour d'expérience que je pourrais partager avec vous, surtout concernant les principales douleurs aujourd'hui qui sont constatées. Sans doute, ce sont des douleurs que vous connaissez très bien. Donc, on va faire qu'asseoir effectivement cette compréhension, ces constats par rapport à ces douleurs-là, et les partenaires qui sont là vont pouvoir aussi, comme on le disait tout à l'heure, vous apporter des éclairages, des clés pour pouvoir en régler quelques-unes, ou en tout cas favoriser ou optimiser la mise en œuvre de ces nouveaux reporting. De la théorie à la pratique pour atteindre les objectifs escomptés, à savoir réaliser des reportings pour se conformer à la réglementation, mais aussi en rationalisant aussi les coûts d'investissement par rapport à toutes les solutions IT qu'on va devoir mettre en place. Les thèmes, le niveau de maîtrise au sein des métiers. Un constat majeur qui revient souvent, c'est qu'on constate en fait qu'au niveau des équipes, il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de développement, d'amélioration de la connaissance, de la maîtrise métier. Et ce, quel que soit le niveau, quelle que soit la taille de l'établissement, on constate cette problématique, en tout cas cette insuffisance parfois ou cette carence. Deuxième thème, c'est la qualité des données et la fiabilité des reporting. Et entre les deux, on a un problème structurel qui est la communication entre les gens des métiers, entre les métiers, les experts métiers et les gens de l'IT ou les gens qui apportent la solution finale, et ce qu'on appelle en fait toute la partie solution d'intégration. Au niveau des métiers, ce qui est constaté, donc un besoin d'accompagnement, besoin d'assistance dans la compréhension des textes et un besoin d'adaptation à l'existant et aux spécificités de chaque établissement, et un besoin de formalisation, de documentation des dispositifs. Ce dernier point, alors j'en ai cité que quelques-uns, mais ce dernier point est vraiment aujourd'hui le talon d'Achille des établissements. C'est le besoin de documentation, d'explicabilité, de formalisation de tout ce qui a été mis en œuvre. Sur la partie intégration, on constate des problématiques ou des difficultés liées à l'identification des sources de données internes et externes utilisées dans les différents reportings, la structuration des données. Ces données-là, parfois, proviennent de systèmes hétérogènes, d'une constellation d'applications ou de logiciels autour du core banking system, des expressions de besoins qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas documentées, et puis un mapping de données qui n'est pas également documenté, qui n'est pas clair, qui n'est pas exhaustif et qui retarde parfois l'implémentation des solutions qui peuvent être proposées. Une optimisation, un manque de rationalisation des requêtes qui sont réalisées ou des données qui sont utilisées, puisque parfois on va retrouver des redondances au niveau des données quand elles existent. Parfois, il y a absence d'une manière, enfin, purement et simplement, des données à utiliser, à exploiter. Sur la partie données ou solutions, eh bien, on a ce besoin-là qui est clairement identifié de l'adéquation de la solution par rapport aux besoins de l'établissement. Un besoin de traçabilité, de pistes d'audit et d'éviter tout ce qui est solution dégradée, où on va mettre quelque chose qui ne va pas être adapté, on va devoir colmater par des fichiers Excel, par des traitements, par d'autres outils à droite à gauche, et puis des problématiques de reprise de stock ou d'ancienneté des SI, notamment pour les grandes banques, et de budget ou de charge de travail pour les petits établissements.
Donc, chaque établissement va avoir des problématiques adaptées à sa taille, enfin, à la hauteur de sa taille et de la complexité de ses environnements. Et pour cela, les offres qui sont proposées ou les solutions d'accompagnement qui sont proposées permettent d'accompagner justement, d'assister les établissements dans cette phase d'intégration pour pouvoir optimiser et améliorer les reportings qui sont mis en œuvre. Et enfin, le respect des principes BCBS 239 de Bâle en matière de gouvernance de la donnée utilisée dans la gestion des risques. Donc voici aujourd'hui l'état de l'art de l'existant, les constats qu'on a pu faire au travers des différentes missions, soit d'accompagnement, soit d'audit des dispositifs existants, face auxquels, dans le cadre de ce webinaire, on a articulé le déroulé au travers de ces trois visions, la vision constat aujourd'hui opérationnel, sur un plan réglementaire, quel est l'apport de la réglementation, et puis derrière, nos amis d'Invoque vont nous proposer des solutions par rapport à l'amélioration de tout de cet existant-là. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses pour toi? Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est bon. Alors, je suis preneur s'il y a des questions. J'essaie de raccourcir un peu la première partie pour laisser place aux solutions. Parce que les problématiques, je dirais, on les connaît tous. Badr, merci beaucoup pour ton intervention. Donc merci à Montaigne pour son intervention. Et merci beaucoup à l'AFGES qui va maintenant nous présenter un petit peu les évolutions réglementaires et notamment les impacts en termes de COREP et les impacts à fin juin 2021. Gérard et Cham, à vous de jouer. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Hicham Badak, donc je suis associé dans le département consolidation et reporting du cabinet RS1 France et je suis formateur à l'AFGES depuis 2013-2014. Merci et bienvenue à tout le monde. Donc le programme de notre présentation avec Gérard, donc ça concerne de vous présenter les évolutions qui vont s'appliquer à partir du 30 juin. Donc, du point de vue réglementaire, avec un aperçu pour quelques évolutions pour montrer en termes de template, voilà à peu près ce qui change. Donc, ces évolutions, donc, ils concernent aussi bien du ratio de solvabilité, levier, grand risque, quelques évolutions, même mineures, sur l'asset encombrance et les ratios, les états de suivi de liquidité. Il y a tout le nouveau ratio qui est le NSFR. Donc pourquoi en fait cette réforme? Donc ce qu'il a dit Badr, au fait voilà, donc il y avait la crise de 2007. Suite à cette crise, donc il y a eu pas mal de textes, notamment le CRR, le règlement qui s'appelle le CRR ou le règlement 575, la directive CRD4. Et en fait ces éléments-là, ils sont arrivés c'est vrai au bon moment à l'époque, mais il y avait encore quelques points en suspens qui sont dus entre la crise 2007-2008 et également la crise de la dette de 2011. Donc, suite à ça, donc comme je viens de dire, donc, il restait des points en suspens et il y avait également un besoin de convergence suite à cette crise. Donc, il y avait des travaux bâlois, ceux qui, voilà, le texte d'origine, après ce qui donne lieu donc à des règlements au niveau européen. Mais il y avait également des travaux de convergence avec les régulateurs américains, canadiens. Donc, il y avait un besoin d'harmonisation entre les différents reportings. Donc voilà, donc il y avait des points suspens pour réduire le risque bancaire, avancer vers l'union bancaire européenne. Donc pour cela, donc il y avait un besoin sur le ratio. Tu peux passer sur la slide d'après? Ouais, merci. Donc dans les évolutions, ouais, merci, ouais. Donc voilà, donc il y avait un alignement qui avait un besoin de s'aligner sur les réformes en cours qui venaient du comité de Bâle. Parmi les sujets majeurs, par exemple, on peut citer sur les fonds propres CET1 aujourd'hui, comme vous le connaissez, donc on déduit tous les IMO incorporels des fonds propres dans le cadre de la réforme, ce qu'on appelle CRR2. Donc, il y a uniquement les fonds propres qui sont, on ne va pas déduire des fonds propres
tout ce qui est logiciel, ce qu'on appelle des logiciels prudemment évalués. Donc ça, c'est l'exception maintenant qui va devenir l'exception à la règle de la déduction des IMO incorporels des fonds propres. Au niveau des OPCVM, donc, il y a des changements, notamment sur la méthode de calcul des expositions sur les OPCVM. Qu'est-ce qu'on peut citer? Sur les risques de crédit et de contrepartie, là, pour le coup, ça qu'il y a une réforme majeure avec la mise en place de la méthode standard, ce qu'on appelle la SACCR. Donc, c'est une nouvelle méthode de calcul qui est complexe, qui reste très, très complexe dans sa mise en œuvre, mais qui est plus sensible au risque avec une prise en compte de tout ce qui est sûreté, reçu et données. Un renforcement pour le calcul de tout ce qui est calcul des grands risques. Et enfin, donc, la mise en place du nouveau ratio de liquidité NSFR qui vient compléter le dispositif actuel qui est le LCR. Donc voilà, donc publication d'un nouveau texte qui s'applique à partir du 28 juin 2021. Ce texte-là, il a été publié en 2019. Il n'est pas le seul, ce qu'on appelle le CRR2. Il y a le CRR2 qui vient compléter le CRR1. Mais à côté de ça, en fait, il y avait en parallèle, il y a tout ce qui est règlement sur la couverture des expositions non performantes. Il y avait également un texte pour intégrer l'effet de la pandémie, comment ajuster au niveau des fonds propres, prendre en considération l'effet de la pandémie. Et donc, tous ces textes-là, donc ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est que leur application va se faire de manière proportionnelle. Proportionnelle, c'est en fonction de la taille de l'établissement. Donc, avec une distinction de ce qu'on appelle les grands établissements des petits. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très positif parce que face à l'inflation de toutes ces évolutions-là, pour les prendre en compte, voilà, sont assez lourdes, comme disait Bad, et ce qu'on va voir également avec Invoke. Donc, heureusement qu'il y a ce principe de proportionnalité pour distinguer les petits établissements de ce qu'on appelle les grands établissements. Oui, suite donc à ce règlement-là, donc l'EBA, donc elle a publié de nouveaux templates avec des ITS. Donc les ITS, comme vous le connaissez, c'est quoi? Ce sont les normes techniques qui vont venir expliquer, donner plus de détails ce qu'on attend dans les templates. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme information? Donc, la première mesure, si on veut essayer de les détailler un peu plus, donc ce qu'on appelle la couverture des pertes des expositions non performantes. Une exposition non performante, en deux mots, c'est quoi? C'est une exposition avec des arriérés de paiement supérieurs à 90 jours. Si on doit... Et donc, l'idée de base, c'est que de pousser les établissements de crédit à mieux gérer leur exposition non performante. Avec quoi? Avec un maximum de provisionnement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas normal que j'ai une exposition non performante qui est dans mon bilan qui date de, c'est pas, de plus de 3, 4, 5 ans. Donc, du coup, en fait, le BEI, ils ont mis, enfin, l'Union européenne, la BCE, ils ont mis un texte pour dire, pour toute exposition non performante, je dois voir celles qui sont garanties et non garanties et je vais appliquer un coefficient en fonction de la durée d'entrée dans le panier exposition non performante et il faut que je regarde combien j'ai provisionné. En fait, l'idée, c'est de pousser l'établissement de provisionner le maximum. Si je ne provisionne pas ces expositions non performantes, ben, je serai pénalisé, je dois déduire de mes fonds propres cette couverture insuffisante. La deuxième évolution, ça concerne les PME. Donc ça vient en faveur. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a le règlement qui vient quand même contraindre les établissements de crédit, mais pour ne pas entraver la croissance économique, il y a eu quelques mesures, notamment en faveur des PME. Aujourd'hui, pour calculer le risque de crédit sur une PME, on va appliquer un coefficient supplétif qui est de 76,19% de l'exposition. Et ce facteur, il s'applique jusqu'à présent pour des encours qui sont inférieurs à 1,5 million d'euros. Donc, dans la nouvelle réforme, ce plafond, il a été on va appliquer ce coefficient, mais jusqu'à une limite de 1,5 million. Et au-delà, on va appliquer un autre coefficient qui est de 0,80
15%, 0,85%, donc jusqu'à au-delà de 2,5 millions. Et enfin, donc, il y a également une mesure en faveur des financements d'infrastructures. Donc, l'assiette pour calculer l'exposition au risque, elle est maintenant, on va appliquer un coefficient de 75%. On va prendre que 75% de l'assiette pour calculer le risque de crédit. Donc, OK, donc la suite, donc ce que je disais tout à l'heure, donc sur tout ce qui est exposition en faveur des OPCVM, aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes pour calculer le risque de crédit sur les OPCVM. Donc, il y a une méthode qui a été abandonnée, qui est le calcul basé sur des notations externes. On va garder tout ce qui est approche par transparence et tout ce qui est approche fondée sur ce qu'on appelle fondée sur le mandat. Et si jamais je ne peux pas appliquer ces deux méthodes, je peux appliquer un coefficient qui est de 1250% sur l'exposition. Et également, je peux me baser sur des calculs faits par des tiers, mais dans ce cas-là, je fais une majoration en termes de risque de 1,2. Ce que je disais tout à l'heure, donc il y a le risque de crédit de contrepartie. Aujourd'hui, en fait, il y a à peu près, en gros, il y a 4 méthodes pour calculer ce risque de crédit. 2, ils vont être remplacés. Donc, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode d'évaluation au prix du marché ou la méthode actuelle, la méthode standard. Ils vont être remplacés par la méthode SACCR. Certes, c'est une méthode qui reste quand même compliquée pour les petits établissements. Et donc, pour ces petits établissements, en fonction de leur seuil et de l'autorisation de la CPR, ils peuvent appliquer cette méthode, la SACCR, de manière simplifiée. Et donc, le calcul, voilà, il y a des seuils qui ont été donnés, mais il faut quand même se rapprocher de la CPR pour avoir l'agrément. Parce que la CPR, ils peuvent quand même, comme ils connaissent mieux votre activité, ils peuvent vous dire, OK, vous êtes au-dessous des seuils, mais vous devez quand même appliquer la méthode standard qui n'est pas simplifiée. Là, ce sont les mesures, ce qu'on vient de voir, qui concernent le ratio de solvabilité. La prochaine mesure, ça concerne le ratio de levier. Le ratio de levier, en 2 mots, c'est quoi? C'est un ratio entre les fonds propres Tier 1 sur les expositions totales qui doit être supérieur à 3%. Dans cette assiette qui est l'exposition totale, dans la nouvelle réforme, il y a quelques exclusions. Tout ce qui est prêt promotionnel, des créances sur l'État, collectivités locales, tout ce qui est prêt garanti sur tout ce qui est crédit à l'exportation, qui sont pondérés à 0% dans le ratio de solvabilité. Voilà. Donc, il y a certaines expositions qui vont sortir du ratio de levier. Il y a l'effet de l'impact de ce qu'on vient de voir, qui est la méthode standard sur le calcul du risque de crédit de contrepartie. Et en plus de ça, en fait, il y a une mesure qui ne va pas s'appliquer tout de suite qui concerne les établissements d'importance systémique. En gros, c'est quoi, par exemple, dans les établissements d'importance systémique type BNP, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, le régulateur, au lieu d'avoir des fonds propres CET1 qui doivent être supérieurs à 4,5%, il y a en fait un supplément qu'il faut rajouter, un coussin en plus. Par exemple, si je prends un coussin pour la BNP qui est de 2%, donc dans le calcul du ratio de levier, au lieu d'avoir une limite de 3%, le cas de la BNP, il faut que ça soit 4%. 4%, pourquoi? Parce qu'il y a 3% qui s'applique pour tout le monde, auquel il faut rajouter un coussin qui est 50% du coussin systémique qui s'applique au niveau du CET1. Donc, c'est une mesure qui s'applique à partir du 2023, donc qui concerne en France, en gros, 7 établissements. Pour le ratio qui est le reporting grand risque, aujourd'hui, ce reporting, il est basé sur les fonds propres qui sont le Tier 1 plus le Tier 2 dans une limite qui est le 1 tiers. Le Tier 2 ne doit pas dépasser 1 tiers du Tier 1. Donc, c'est ça la limite pour la prise en compte du ratio, enfin le reporting grand risque. Et aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, ça ne va pas changer au niveau de... Ce qui change, c'est qu'on ne va plus utiliser le Tier 1 plus le Tier 2, limité à 1 tiers, mais uniquement les fonds propres Tier 1. Donc ça, c'est la première mesure qui change. La deuxième des mesures, c'est que
Enfin, aujourd'hui, ce qu'on appelle une contrepartie grand risque, c'est une contrepartie dont l'exposition dépasse 10% des fonds propres. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, cette limite, elle reste la même. Mais par contre, dans les évolutions, on va également prendre tout ce qui est exposition supérieure à 300 millions, quand bien même ils sont inférieurs à 10% du Tier 1. Donc, si on doit résumer, donc il y a deux évolutions. Donc, il y a le seuil, enfin, le fait de prendre que le Tier 1 dans la limite, dans le calcul de l'exposition, et également de déclarer des expositions qui sont supérieures à 300 millions d'euros. Alors, dernière évolution réglementaire, c'est, et peut-être la plus significative, c'est l'introduction du ratio à long terme NSFR. Aujourd'hui, dans le dispositif de liquidité qui existe, vous avez un ratio de liquidité court terme, le LCR, et un ensemble d'outils de suivi de la liquidité qui sont les différentes informations qui, d'un point de vue qualitatif, définissent ce suivi de liquidité court terme. Donc, le ratio long terme qui était prévu initialement va être introduit à partir du 30 juin de cette année pour la première fois. L'objectif de ce ratio long terme, c'est plus de financer finalement les emplois à long terme par un ensemble de ressources stables que l'on a. Et c'est donc un ratio à plus d'un an que l'on va prendre les informations. Et c'est d'éviter finalement que les établissements aient une dépendance excessive par rapport au financement court terme. Ce ratio long terme qui était prévu déjà depuis l'origine, vu que les textes au niveau du comité de Bâle remontent à 2014, ont tardé à être introduits au niveau de la réglementation européenne, et ça se fait dans le cadre du CRR2, qui est paru au mois de juin 2019. Donc, c'est ce ratio, quel est-il? Tu peux passer à la slide suivante. Donc, quel est-il? C'est d'avoir un ratio sur lequel on aura les financements stables disponibles au numérateur sur les financements stables exigés. Financement stable disponible, c'est toutes les ressources ou les emplois à long terme que l'on a. Sur les financements stables requis, c'est par rapport à l'ensemble des emplois qu'on a, quelle est la partie de ressources que je dois mettre en face. Alors, ce qui est prévu dans la réglementation, c'est pour chacun des éléments qui interviennent, soit au numérateur, soit au dénominateur. Au numérateur, pour les financements stables disponibles, on va appliquer un coefficient aux valeurs comptables des différents engagements et fonds propres que l'on a, qui permettra de déterminer quels sont ces financements stables. Et de même pour le dénominateur, pour les financements stables requis, on va appliquer un coefficient à la valeur comptable de tous les éléments d'actifs que l'on a et des engagements de hors bilan pour déterminer ce financement. Et ces coefficients qui ont été faits, on avait déjà commencé, je dirais, avec le comité de Bâle pour faire un lien par rapport au LCR, mais ils n'avaient pas été jusqu'au bout. Alors que dans la réglementation européenne, on va se faire un lien direct avec les expositions du LCR. Notamment, par exemple, si on prend un exemple, dans le LCR intervient des actifs de niveau 2A dans lesquels il y a une décote de 15%. Donc, au financement stable requis, on va estimer qu'il y ait 15% de ressources pour couvrir cette décote correspondante. Donc, je l'ai fait pour au niveau 2A, mais c'est pareil, par exemple, pour les obligations de garantie extrêmement élevées dans lesquelles il y a une décote au niveau du ratio LCR de 7%. Là, on va rajouter finalement des ressources nécessaires à hauteur de 7%. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer les différentes valeurs du coussin. Alors, ce ratio doit être calculé sur base sociale et consolidée, selon les mêmes règles qu'on a trouvées dans le dispositif de liquidité, et aura une périodicité trimestrielle par rapport aux opérations, et sera envoyé pour la première fois à compter sur la base du 30 juin, donc envoyé pour le 11 août 2021. Et ce nouveau ratio que l'on a va remplacer un reporting qui existait aujourd'hui, qui fait partie du dispositif COREP, c'est les états C60 et C61, qui donnaient les financements stables disponibles et les financements requis, mais sans faire de calcul, c'était uniquement à titre d'information.
Deuxième remarque par rapport à ces éléments-là, Bad en a parlé tout à l'heure, Hicham en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on applique le principe de proportionnalité. C'est-à-dire, on va tenir compte, dans le cadre de ce ratio, de ne pas appliquer des méthodes plus complexes, je dirais, vis-à-vis des petits établissements. Alors, quels sont les petits établissements sur lesquels on peut appliquer les règles? Cette règle, c'est une méthode simplifiée. Donc, on les a sur la page suivante. Vous avez la liste des différents éléments qui interviennent et ces établissements qu'on appelle de petite taille et non complexes doivent respecter un ensemble de conditions. Première condition, il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille. Le total des actifs doit être inférieur ou égal à 5 milliards d'euros en moyenne sur la période des 4 années qui précèdent immédiatement la période de déclaration. Il n'est soumis à aucune obligation ou est soumis à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement en cas elles sont constituées. Le portefeuille de négociation dans lequel on calcule l'ensemble des risques de marché doit être inférieur ou égal à 5% du total de l'actif ou 50 millions d'euros. Les positions sur dérivés, bien sûr, doivent être inférieures à 2% du total de bilan et hors bilan pour le portefeuille de transactions et 5% pour la totalité du portefeuille. Plus de 75% des actifs et passifs sont avec des contreparties des pays membres européens. Pas d'utilisation de modèles internes qui, eux, sont à la méthode normale. Il n'est pas opposé à être classé en tant qu'établissement de petite taille, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas à être classé comme simplifié, et l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de l'établissement, ne pas être considéré comme un établissement de petite taille et non complexe. Or, normalement, tous les établissements ont reçu de l'ACPR le choix qui a été fait en termes de méthode. Suite à la demande d'un ensemble d'informations, ils ont estimé, soit ils étaient de petite taille non complexe, à ce moment-là on applique un ratio simplifié, sinon c'est le ratio normal que l'on a. Et puis bien sûr, pour établir ce ratio, des nouveaux reportings ont été introduits qui font partie du dispositif COREP. C'est les États qui se trouvent dans le C80 par rapport, donc les C82, 83, 84, qui ont été page suivante, s'il te plaît, Maxence. Donc en termes de reporting, voilà les États. Donc vous avez des États, soit vous êtes dans la méthode normale, vous aurez à remplir l'état C80 et 81, dans lesquels on donnera les financements stables requis et ceux qui sont disponibles, et pour en simplifier, les états 82 et 83 qui donnent les financements stables requis simplifiés et financements stables disponibles simplifiés. Et l'état global, c'est un peu comme le même principe pour le calcul du LCR, dans lequel on prend chacun des éléments, puis vous avez un état de synthèse qui fait le calcul. Ça est pareil, vous avez un état de synthèse qui donne le calcul du ratio, c'est l'état C84, qui est le même aussi bien pour l'application méthode normale et méthode simplifiée par rapport aux opérations. Donc, si bien que les établissements de petite taille rempliront les états 82, 83 et 84, et ceux qui sont soumis au régime normal appliqueront les états C80, 81 et 84. Juste une remarque par rapport au contenu des états. Pour ceux qui sont en système normal, il y aura beaucoup plus de ventilation qui seront effectuées, notamment on distinguera en termes de durée résiduelle inférieure à 6 mois, 1 an et supérieur à 1 an, alors que dans les systèmes simplifiés, on fera simplement inférieur à 1 an et supérieur à 1 an. Et les coefficients qui sont appliqués, c'est un peu basé sur le même principe que de LCR. Vous avez des coefficients standards qui sont prévus en fonction de chacune des durées. Et normalement, on reprendra, vous devrez reprendre les coefficients que vous appliquez qui correspondent aux coefficients standards. Voilà au niveau des évolutions réglementaires. Maintenant, c'est de voir par rapport à ces évolutions réglementaires, quels sont les impacts immédiats sur les États. Hicham. Merci Gérard. Juste pour un complément de ce que vient de dire Gérard par rapport au principe de proportionnalité, rien n'empêche que la CPR vous impose d'appliquer la méthode, les reportings qui s'appliquent pour les grands établissements.
Par exemple, j'ai vu le cas avec un établissement la semaine dernière qui sont au-dessous de 5 milliards, mais la CPR, comme disait Gérard, donc il vous envoie la carte visite pour vous dire quel reporting vous devez appliquer. Donc, les évolutions qui concernent les fonds propres, là, en fait, c'est juste un état des lieux pour montrer, selon notre exchange, enfin, ce sont des couleurs qui ont été proposées dans les états publiés par la CPR. On a, par exemple, le jaune, ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que il n'y a pas de nouveaux états. Enfin, les nouveaux états sont en vert, ils sont flagués en vert. Mais là, en fait, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de l'état quelques évolutions. Donc, voilà. Donc, pas de nouvel état sur les fonds propres, mais par contre, il y a des évolutions à l'intérieur. Donc, si on prend un exemple ou deux, c'est dans la slide suivante. Maxence, s'il te plaît. Ouais. Encore. Donc, par exemple, ça, c'est l'état sur les fonds propres, sur les mesures transitoires. Et tu n'as pas sauté un slide, Maxence? Non, si tu reviens en arrière. Ok, d'accord. Par exemple, là, merci. Ça, c'est l'état sur les mesures transitoires. Par exemple, là, on voit que le BA, par exemple, va demander de renseigner tout ce qui est instrument émis par des entités du groupe, ce qu'on appelle les entités ad hoc, avec une échéance maximale qui arrive au 31 décembre 2021. On va intégrer tout ce qui est ce qu'on appelle les mesures quick fix. C'est quoi les mesures quick fix? C'est que avec le passage en IFRS 9, il y a eu mécaniquement un stock de CL, de dépréciation qui est un peu, voilà, qui était plus important de ce qu'on calculait par rapport au IAS 39. Donc le BA à l'époque, ils ont proposé la possibilité d'étaler ce surplus sur 5 ans. Donc voilà. Si vous utilisez cette option, vous devez, dans les mesures transitoires dans certains États COREP, à la fois donner le montant qui est calculé sans utilisation de l'étalement et avec l'étalement. Donc, en fait, il faut faire comme un parallèle run pour donner l'impact en fonds propres avec et sans utilisation de la mesure d'étalement. À cela, c'est rajouté ce qu'on disait tout à l'heure avec l'effet de la pandémie. Donc, le BA, ils ont également proposé l'année dernière, au mois d'août, dans un nouveau règlement, d'étaler également le surplus de provisionnement qui sont dus au Covid-19. Et de la même manière, si vous utilisez l'option, il faut les étaler, enfin, il faut donner l'information dans les états COREP avec les deux calculs. Là, c'est un autre état sur le calcul du risque de crédit selon la méthode standard. Là, on voit, ça illustre dans cet état, enfin, il y a juste un extrait de l'état, comme vous imaginez, en fait. Et là, on voit, en fait, toutes les mesures, par exemple, en ligne, on voit que les nouvelles méthodes de calcul du risque de crédit selon l'approche, tout ce qui est approche par transparence, fondée sur le mandat, ou l'approche alternative. Et en colonne, on voit l'intégration de ce qu'on appelle les ajustements les factures supplétives en faveur des PME et les financements d'infrastructures. Et donc, en fait, dans cet état, le BA, ce qu'il demande, via les colonnes en jaune, de donner l'exposition avant ajustement et après ajustement. Dans les autres états, en fait, on ne voit pas tout ici, mais il y a tout ce qui est risque de crédit de contrepartie. Donc, en gros, il y a 11 templates, mais le 11, tout le monde n'est pas concerné par ces 11 templates parce que c'est en fonction de la méthode que vous allez utiliser. Si vous utilisez la méthode SACCR ou la méthode simplifiée ou le calcul selon l'IRB, les informations à donner ne sont pas les mêmes. Ce qui ne change pas par rapport à l'état actuel, donc tout ce qui est risque opérationnel, il n'y a pas de modification, market value, le risque de marché, et on voit tout en bas de la slide les nouveaux états qui concernent le suivi des expositions non performantes. Ça, c'est les modifications qui concernent le ratio de levier. Donc, dans le ratio de levier, donc, ce qui change, en gros, essentiellement, donc, il y a suppression de 2 états et l'intégration de 2 nouveaux états.
Sur le nouveau état, c'est un calcul du ratio de levier sur tout ce qui est opération de financement sur titre en donnant la valeur moyenne de la période. Ça, c'est sur l'état C4801 et sur l'état C4802, ce qui est demandé de donner ce calcul de manière quotidienne. Donc, sur un trimestre, il faut donner toutes les valeurs sur tout ce qui est opération de financement, par exemple, sur titre. Qu'est-ce qu'on peut également rajouter? Ben, il y a le fait qu'on va collecter de nouvelles informations sur les exemptions. On les avait listées tout à l'heure, tout ce qui est prêts promotionnels, des prêts à l'État, collectivité locale, et l'introduction dans l'État C47, l'introduction du calcul de la nouvelle méthode SACCR. Ça, c'est les changements qui concernent plutôt le ratio, le reporting en risque. Dans ce reporting, Oui, pardon, oui. Je vais prendre la suite si tu veux par rapport Ah oui, au oui. risque, hein, c'est le libellé. Donc, Oui, c'est relatif au ratio levé, mais c'est grand risque, hein, c'est le titre qui est pas bon. Alors, sur les états relatifs au grand risque, vous aviez des états, c'est ceux que vous voyez, de C26 jusqu'à C31 par rapport aux informations. C26 a donné les limites relatives au grand risque, C27 pour chacun des grands risques qui sont cités dans la réglementation, vous donnez le code NAS, etc., tout un ensemble d'informations relatives à chacun des bénéficiaires, et ensuite vous donnez les grands risques avec un ensemble d'informations, hein, dans l'état C28, soit c'est des grands risques à titre individuel, soit des grands risques en termes de groupe. Et si c'est un groupe, vous avez les reportings C29 pour chacune des entités de chacun des groupes dans lesquels on donne le détail. Et vous avez aussi aujourd'hui les états C30, C31 qui sont les déclarations de grands risques vis-à-vis des établissements ou entreprises non financières, hein, réglementées. Ces deux états que vous avez dans lesquels il y avait des répartitions par catégorie d'échéance ont été supprimés. Donc tant mieux, ça fait deux états en moins, et donc vous avez simplement les états C26 à C28 qui existent aujourd'hui, dans lesquels il y a des modifications apportées, et dans ces modifications que vous avez, notamment dans la limite des risques. Hicham a parlé tout à l'heure qu'il y avait des évolutions. D'abord, on ramène en termes de fonds propres éligibles pour le calcul d'un risque CT1. Et ensuite, vous avez une deuxième limite pour les établissements qui font courir un risque systémique au niveau mondial. Le seuil de 25% est ramené à 15%. Donc, dans les limites, ils ont rajouté des lignes supplémentaires, justement, pour indiquer les limites vis-à-vis des établissements d'importance systémique mondiale. Ensuite, par rapport à ces opérations, notamment dans l'identification des contreparties, c'est là que vous avez une nouvelle codification qui est harmonisée avec les codifications qu'on trouve dans les crédits, dans lesquels on va mettre un code qui peut être interne. Ce code peut être soit un code LEI, un code national. Donc, vous avez derrière l'identification du type de code que l'on a et la référence nationale s'il n'y a pas de code LEI. Voilà un peu les modifications, des modifications mineures à travers les états que l'on retrouve. Et voilà. Donc ensuite, vis-à-vis des assets encombrances. Alors ça, c'est des états importants. Alors, ça découle pas de modifications réglementaires, mais ils ont profité des modifications réglementaires pour adapter ces états. Et notamment, vous voyez en jaune, c'est les états qui ont des modifications, hein, par rapport aux éléments qu'on a. Alors, les principales modifications, c'est des modifications de libellé, hein, qu'on a mis par rapport à l'ensemble, donc peu d'impact. Par contre, vous avez des nouvelles données, notamment en termes de codification, comme on a vu tout à l'heure, par rapport aux codes qui sont appelés, et vous avez des zones qui étaient grisées auparavant, dans lesquelles on avait des informations qui n'étaient pas demandées, hein, par rapport aux informations qui étaient appliquées. Voilà un peu les modifications dans les assets encombrances. Alors, je rappelle que pour les assets encombrances, la partie
tout le monde remplit, tout établissement petit ou grand, c'est la partie A, avec les états F3201 à F3204, or que les autres parties B, C et E ne sont envoyées que par les gros établissements ou les établissements qui ont un ratio d'actifs grévés sur non grévés supérieur à 15%, donc assez peu d'établissements. Et l'état des obligations garanties n'est à remplir que pour les établissements qui émettent des obligations garanties. Voilà par rapport en termes de modification. Ensuite, dans la liquidité court terme. Gérard, il vous reste 5 petites minutes. D'accord. Alors, dans la liquidité court terme que l'on a, il y a le LCR, il n'y a pas de modification, c'est les mêmes états que l'on a. Par contre, après, vous avez les outils de suivi de liquidité associés. Là, je dirais simplement par rapport, vous voyez, ce sont tous modifiés, mais c'est des modifications mineures qu'on retrouve. Principalement, vous allez trouver soit des modifications libellées que l'on retrouve par rapport à ces autres, ou des lignes complémentaires concernant, par exemple, pour les contreparties que l'on a, la concentration par contrepartie, pareil, on va retrouver, comme on a dit tout à l'heure, un code unique qui peut être un code interne et indiquer, ayant un code à côté qui permet d'indiquer est-ce que c'est un code LEI, un code national, hein, vous voyez, par rapport en termes de modification. Voilà pour la liquidité court terme. Et enfin, il reste, mais j'en ai parlé tout à l'heure hein, déjà, donc vous avez ces états relatifs au NSFR qui sont introduits pour la première fois, hein, donc qui existent et qui seront à remplir pour la première fois. Sachant que pour le NSFR aussi, hein, je complète par rapport à Hicham ce qu'on disait tout à l'heure, tous les établissements savent s'ils font partie du système simplifié ou normal. Donc la CPR les a contactés pour leur préciser. Alors, sachant qu'un établissement qui est régime simplifié a la possibilité d'opter pour le régime normal. Mais bon, il faut le vouloir, je dirais, parce que ça fait beaucoup plus d'informations à retrouver. Voilà sur les impacts relatifs aux impacts sur le reporting COREP de l'ensemble des modifications. Donc, juste pour résumer, il y a des modifications, on va dire, un peu plus importantes peut-être dans le risque de crédit sur lesquels on retrouve, et toutes les autres modifications sur les autres états COREP sont des modifications mineures, je dirais, hein, par rapport à l'ensemble des opérations. Voilà pour les impacts sur les états COREP. Gérard et Hicham, merci beaucoup. C'était très précis. On a une question. On a Monsieur Moumadi qui nous demande s'il est normal que dans la dernière carte de visite reçue, aucune mention des états NSFR ne soit à déclarer. Alors oui, je dis oui parce que d'autres établissements m'ont contacté et normalement je crois qu'ils ont un peu de retard et il est prévu que les nouvelles cartes de visite viennent début juillet, d'après ce qu'on m'a dit. Donc ça viendra très prochainement hein, par rapport aux éléments. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, donc un peu de veille réglementaire. Exactement, oui. Hein. Mais ils ont peut-être beaucoup de travail aussi pour mettre à jour l'ensemble et aussi beaucoup de travail parce qu'ils ont fait le tour pour savoir si on faisait partie du système simplifié ou normal. Ils ont posé pas mal de questions et demandé des informations complémentaires qu'il a fallu collecter pour pouvoir décider. Je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué un peu pour mettre à jour la carte de visite. Il y a une autre question de M. Diaby qui dit qu'il a lu que le TILAC MREL connaisse une petite évolution. En fait, c'est vrai que ce qu'on vient de lister, il faut bien le souligner. En fait, c'est hors état TILAC MREL. Donc, TILAC MREL, l'application également, elle rentre en vigueur sur l'arrêté du 30 juin 2021. C'est ça que là, parce que on considère que les états TILAC MREL ne font pas partie de ce qu'on appelle le reporting COREP. Donc, ce sont des états codifiés M et pas des états C. Ouais. Et je pense qu'aussi pour le ratio Hicham, qui me corrigera, TILAC et MREL, c'est des états un peu différents parce qu'ils ont une codification différente, mais c'est à partir du mois de septembre, si je me souviens. Je crois qu'on voyait pour la Non, en première. fait, non, ça s'applique à partir du 30 juin. TILAC et MREL, c'est 30 juin. D'accord. Je vous propose, alors, nous avons une dernière question, mais je vous propose qu'on y revienne en fin de webinaire.
Jean-Marie maintenant, et puis Antoine, est-ce que vous pourriez intervenir justement sur la partie solutions pratiques et ce que propose notamment Invoke? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et tous. Merci Maxence. Et c'est vrai que l'objectif de cette partie, dans la continuité de ce qu'on a pu voir avec Badr, Hicham et Gérard, ça va être de prendre un peu le point de vue mise en œuvre côté outils pour aller jusqu'à la production de ces reportings. Alors, du coup, on va le développer sur CRD5 au niveau des travaux préparatoires. Et puis, comme ces travaux CRD5 s'inscrivent aussi dans un calendrier où on a un changement de réglementation nationale, on a voulu le mettre aussi en lumière des impacts qu'il va y avoir sur RUBA pour élargir un peu la fin de cette présentation. Du coup, si on passe au slide suivant, alors cet éclairage, on va le vous donner en tant qu'Invoke, donc avec cette vision un peu éditeur de logiciel, à travers trois types de solutions qu'on propose, mais toujours des solutions pour des utilisateurs métiers par rapport à un besoin de production de chiffres, que ce soit du reporting financier, du reporting fiscal pour répondre à tous les besoins de l'administration fiscale, ou les sujets de reporting réglementaire qu'on développe aujourd'hui. Et du coup, si on passe au slide suivant, ce qui est important en termes de travaux préparatoires quand on s'intéresse à la préparation de l'outil de reporting, certes, c'est la partie analyse des textes, et ça, on l'a vu très bien dans les présentations précédentes. Ici, on a juste repris un slide qui avait été présenté par la CPR, mais qui remet un petit peu les influences de ces nouvelles réglementations, la CRR2, CRD5, et puis les sujets de résolution qui apparaissent aussi. Nous, ce qui va nous intéresser côté outils, sont aussi des livrables qu'on trouve dans le slide suivant et qui sont nécessaires en termes de veille, avec finalement du côté des autorités de supervision, deux grandes catégories de documents ou de livrables qu'on va traiter. Les premières, c'est ce qu'on qualifie nous de spécifications plutôt fonctionnelles dans le sens métier, même si à l'intérieur il y a de la technique, parce qu'il y a de la technicité pour comprendre les reportings et les informations attendues, mais c'est quand même la vision plutôt métier des tableaux de reporting qui sont attendus du côté des autorités, avec les copies d'écran qu'on a vues tout à l'heure. Et on a aussi, côté préparation des outils, des spécifications encore plus techniques, dans le sens où on va aller jusqu'au format de reporting et des formats de fichiers à remettre auprès des autorités. Et dans ces spécifications techniques, on a, alors pour dérouler un peu tout le jargon de ce qu'on doit suivre en termes de canaux de veille, on a le principe du modèle de données qui a été construit par l'autorité bancaire européenne, donc le fameux DPM pour le Data Point Model, et sa version très technique au sens XBRL, donc toujours le dictionnaire des données attendues côté reporting, qui est la taxonomie. Donc là, on est vraiment sur les standards techniques qui définissent cette fois la vision mais technique des tableaux de reporting et le référentiel à leur appliquer pour que les fichiers soient corrects et puissent être envoyés aux autorités. C'est important, et c'est le nota bene qu'on retrouve en dessous, c'est que ces standards techniques, en général, ils sont préparés par les équipes IT du côté des autorités, une fois que les spécifications, que les ITS sont publiés. Donc, ça peut générer, du fait de ce décalage dans le temps, ça peut générer quelques divergences qui vont être liées au fait qu'au moment où on essaie de définir le modèle technique, on se rend compte que la spécification fonctionnelle n'était pas toujours, la vision fonctionnelle n'était pas toujours assez précise. Donc c'est important en termes de veille de bien suivre ces deux aspects, à la fois les vues métiers des tableaux de reporting telles qu'elles sont définies dans les ITS, et la vision technique telle qu'elle peut être exigée en termes de remise des reportings, puisqu'on observe quelques divergences sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Un autre point important, mais c'est plus côté préparation des outils, ce qui s'appelle les finding rules, juste pour remettre le terme dans cette présentation, mais c'est finalement l'ensemble des règles de remise applicables au fichier. Un exemple très simple, c'est de dire, voilà, dans un fichier qui va être remis, l'identifiant d'une entité, on peut pas le trouver, on peut pas trouver deux identifiants d'entités distincts. Et puis l'autre aspect, c'est en fonction de la plateforme de collecte de votre autorité. Donc en France, avec les plateformes ACPR Banque de France, on va aussi avoir des exigences particulières sur les stratégies de nommage de fichiers, sur des politiques de signature électronique, voire des logiques d'identifiant de remise des reportings. Dans le slide suivant, du coup, on a voulu aussi mettre un peu en lumière qui prépare ces livrables techniques et qui il faut suivre et où aller chercher l'information aussi pour avoir cette vision complète. Donc, quand on se place dans le cadre de l'union bancaire, avec finalement le mécanisme de supervision unique, le MSU, et puis le mécanisme de résolution,
La source principale sur ces sujets CRD5, c'est bien évidemment l'EBA, qui va être la source de la publication des ITS et puis des DPM et taxonomie XBRL associés. Donc ça, on a un premier niveau d'information. On a parlé d'MREL TILAC tout à l'heure. Il y a aussi des sujets qui vont être collectés et traités par une autre autorité européenne, qui est le Single Resolution Board, qui est lui basé à Bruxelles et qui du coup vient spécifier les reporting résolutions, les reporting contributions en Europe, qui étend la taxonomie d'un point de vue technique préparée à l'origine par l'EBA sur les sujets résolution et qui publie ses propres référentiels pour les reportings liés au fonds de résolution unique, hein, le FRU, et ses reportings ex ante contribution. On a une troisième autorité européenne, la BCE, alors qui, elle, complète un petit peu le FAREP aussi par rapport au tronc commun fait par l'EBA, notamment pour les parties FAREP Data Point ou FAREP Point de données, qui sont les versions allégées du FAREP, et puis surtout des livrables complémentaires qui sont publiés par la BCE, qui sont des contrôles additionnels portant sur les reportings CRD5 tels que modélisés par l'EBA. Et enfin, la dernière autorité, c'est bien sûr celle à laquelle vous allez faire les remises, la CPR Banque de France, avec aussi des règles de remise sur la plateforme OneGate qui accueille les fichiers, des logiques de signature électronique aussi et qui sont importantes. La gestion des identifiants, parce que ça on reparlera tout à l'heure des identifiants qui changent, et puis quelques spécificités nationales aussi pour compléter les exigences EBA. Donc c'est important de garder ça en tête, voilà, quand on parle du reporting CRD5 et qu'on a ces reportings à remettre, voilà les différents canaux à garder. Et sur le slide suivant, on a essayé aussi de remettre ces deux grandes versions des livrables EBA, parce que finalement, en ce moment, on parle de deux versions du modèle de données et de la taxonomie XBRL associée côté EBA. D'un côté, tout ce qui est basé sur le DPM 3.0, et puis on a également un certain nombre de modèles qui sont couverts par le DPM 3.1. Et du coup, dans ce slide, par rapport à ce qu'on a vu avec Hicham et Gérard tout à l'heure, on a essayé de remettre un petit peu l'ensemble des échéances, des sous-modèles de reporting à produire, et est-ce qu'il s'agit d'une évolution par rapport à ce qui existait avant ou de nouveaux modèles de reporting. Donc là, typiquement, si on prend l'exemple dans la première colonne, à partir de l'arrêté 30 juin, donc on retrouve bien la partie COREP, les ALM, les FINREP, les assets encombrance dont on vient de parler. On a aussi des nouveaux modèles qui apparaissent sur cet arrêté-là et qui sont un peu à côté, des reportings vraiment pour les gros groupes systémiques internationaux, donc le GSI, le reporting MREL TILAC plutôt sur les sujets de résolution. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu dans ce slide l'ensemble des modèles de reporting et cette synthèse pour bien garder en tête les versions, les arrêtés et le lien entre les deux. Autre élément important, on est dans un contexte où on arrive sur la première échéance, c'est demain, le 30 juin. Par contre, ce qu'on voulait aussi illustrer, c'est que, et ça a été dit en introduction tout à l'heure, il y a eu beaucoup de travaux de préparation, y compris pour les autorités de supervision, et du coup, on voit au niveau des livrables qui ont été mis à disposition par l'EBA, même si la première version complète du modèle de reporting au sens DPM et taxonomie XBRL a été publiée le 7 décembre, on a eu une version initiale. Il y a eu un certain nombre d'itérations quand même depuis qui ont eu lieu avec des compléments d'information ou des corrections de ces modèles qui ont pu être apportés. Donc ça c'est important aussi parce que c'est-à-dire que dans les travaux de préparation ou de projet, et sûrement vous l'avez vécu dans le travail sur vos tableaux de reporting, vous avez pu voir des impacts de ces corrections. On a remis aussi dans ce slide le moment auquel la Banque Centrale Européenne a publié ses contrôles additionnels. Et donc, c'est tout ça qu'il faut être capable de digérer dans un calendrier assez court, finalement, pour un projet IT, parce que les dernières modifications, elles ont été publiées le 2 juin. On en attend même pour juillet, alors qu'on parle de l'arrêté 30 juin. Donc ça, c'est important à garder en tête parce que ça impose de prendre ces informations nouvelles au fil de l'eau quand elles arrivent et de les intégrer dans les projets IT. L'autre élément qu'on voulait partager avec vous aussi, c'est que même s'il y a eu ces itérations, tout n'est pas encore réglé. Et donc, on voulait aussi
attirer votre attention. Alors, on a choisi 3 extraits de thèmes, mais quand on parle de reporting, ça j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'écart entre des spécifications fonctionnelles et techniques, où ici on a remis sur la partie gauche finalement la vision du tableau C08-05 en vision métier tel que défini dans les ITS, et sur la partie droite, l'impact de la modélisation technique qui fait que finalement, comme sur cette liste d'informations à publier, il ne faut pas oublier d'éclater l'information en fonction du nombre d'agences de notation qui seront concernées, parce que finalement la deuxième colonne dans ce tableau, c'est l'agence de notation, mais pour une même information, si on a de l'information pour plusieurs agences, il faut être capable de créer autant de lignes que nécessaire. C'est pas forcément très intuitif dans la vision métier, la vision métier, ça le devient quand on regarde les spécifications techniques. Un autre exemple très courant, c'est qu'on peut avoir des divergences des fois dans les listes de valeurs attendues, quand il y a des listes de choix pour une information à véhiculer dans une cellule de reporting, vous pouvez avoir une première version dans les ITS qui sera corrigée côté technique, et du coup ça peut créer un petit peu d'impact en termes de projet quand on s'est basé uniquement sur la liste de valeurs fonctionnelles, alors que côté outils ne passeront que les valeurs techniques. L'autre slide, c'est un autre point qui nous semblait important à partager avec vous, c'est qu'il reste quelques anomalies dans le DPM 3.0 et ça existe encore. Il va falloir vivre avec pour cette première remise des reportings qui seront basés sur l'arrêté du 30 juin 2021, puisque le BA n'aura pas le temps nécessaire de tout corriger, donc il va falloir vivre avec. C'est important de garder ça en tête, puisque notamment sur la partie NSFR, ce qu'on a détecté, c'est qu'il y a certaines cellules de tableaux qui sont pourtant des tableaux distincts. Ils ont exactement la même modélisation XBRL. Ce qui veut dire que du point de vue de l'information que vous allez envoyer aux autorités de supervision, finalement, vous n'allez pouvoir envoyer qu'un seul montant. Et donc, il va falloir arbitrer pour savoir entre ces deux cellules qui sont censées porter des informations différentes, comme il y a un problème de modélisation technique, quelle information va privilégier par rapport à l'autre, parce que techniquement, on ne peut en envoyer qu'une. Et ça, c'est le deuxième bullet point qui est juste à côté, c'est l'effet de bord finalement de cette erreur. Il va falloir forcer une de ces deux valeurs, et en forçant l'une de ces deux valeurs, des contrôles de cohérence sur les sous-totaux en ligne ou en colonne peuvent apparaître et créer des alertes dans la production du reporting. Donc ça va être temporaire, mais il va falloir vivre avec en attendant une correction qui arrivera un petit peu plus tard. Le dernier point d'attention ici, c'est qu'il y a aussi un changement, alors qui arrivera pour l'arrêté 31-12, en tout cas c'est ce qui est prévu et ce qui a été annoncé pour l'instant côté ACPR Banque de France, un petit changement au niveau de vos identifiants. Jusqu'à présent, l'identifiant de votre établissement, c'est votre code CIB, c'est l'identifiant national pour votre remise des reportings auprès de OneGate. À partir du 31-12-2021, il va falloir basculer sur l'identifiant international, le fameux code LEI, le Legal Entity Identifier, dès qu'on reportera des données à partir de l'arrêté 31-12 et suivant. En tout cas, c'est tel que c'est prévu aujourd'hui. C'est important d'anticiper ce changement pour faire la bascule, mais aussi de bien garder en tête la petite subtilité s'il y a des réémissions à faire sur des données passées. Les données de 2021, il faudra les garder avec le CIB et puis les données suivantes avec ce code LEI. Et pour terminer cette partie, avant de laisser la parole à Jean-Marie, ce qu'on voulait illustrer aussi, l'objectif c'était pas faire une démo outil ici, mais c'est que en termes d'approche solution, ce qu'on a l'habitude de proposer côté Invox, c'est finalement une solution qui permet de s'adapter déjà aux données dont vous disposez, à la capacité à automatiser la remontée de ces données dans les reportings, et puis à s'adapter en termes d'organisation projet, soit avec une approche qu'on qualifie plutôt de tactique dans un premier temps, où là, finalement, la solution tactique, elle vous permet de préparer quasiment en Excel vos reportings pour les découvrir un petit peu dans un premier temps. Et puis, avec cette solution-là, être capable de les convertir dans le bon format, de lancer tous les contrôles sur les données et de traiter la remise avec le bon délai réglementaire. Pour éventuellement basculer en 2 temps, si on préfère le faire en 2 temps, vers une solution plus stratégique. Alors la solution stratégique, elle est stratégique dans le sens où on automatise complètement l'alimentation des données pour produire les reportings.
Et dans ce cas-là, quand on parle d'automatisation, soit on va aller chercher des données vraiment à la maille la plus fine, donc les données détaillées de votre système de gestion, ou alors, ce qu'on observe encore beaucoup aujourd'hui, c'est de travailler sur une source plutôt comptable avec des données ventilées sur plusieurs attributs. Donc le niveau d'information et de détail d'information qu'on va aller chercher est aussi impactant en termes de projet. On va pas avoir le temps de détailler toutes ces solutions-là, mais c'était important de voir qu'on est capable de cadencer finalement le choix de solutions de manière à temporiser un petit peu la bascule sur une nouvelle échéance de reporting. Et pour illustrer ce besoin de bascule aussi, on voulait terminer avec un autre impact calendrier sur les travaux 2021. Et là, Jean-Marie, je vais te laisser la parole sur la partie RUBA. Merci Antoine, bonjour à tous. Alors moi je vais en effet vous parler d'un autre sujet qui va sortir un petit peu de CRD5, puisque je vais vous parler de RUBA. Donc RUBA, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors RUBA, c'est un acronyme un peu barbare qui signifie Reporting unifié des banques et assimilés. Voilà, parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux établissements de crédit, mais aussi aux entreprises d'investissement, établissements de paiement électronique, et j'en passe. Alors le reporting RUBA, en soi, il va remplacer le reporting SURFI à partir du 31 janvier 2022 pour les établissements qui sont en remise mensuelle. Mais pourquoi faire ce reporting RUBA? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, deux origines à ce reporting RUBA. Une origine fonctionnelle dont la plupart des établissements, je pense, sont au courant. Il y a eu déjà des travaux avec la place qui ont commencé en 2019. Cette origine fonctionnelle, elle vient de la BCE. Hein. Il y a la réforme quinquennale qui impose de nouvelles exigences. Ces nouvelles exigences se traduisent dans le reporting national et 27 demandes devaient impacter le reporting SURFI. Et à côté de ça, on a aussi des exigences techniques. En fait, le reporting SURFI qui préexistait était l'un des pionniers, des précurseurs dans l'usage du XBRL. Et depuis, un certain nombre d'autres régulateurs ont utilisé le XBRL comme technologie de reporting, que ce soit le BA, l'EIOPA ou plus récemment l'ESMA avec l'XBRL. Donc il y a des nouvelles évolutions qui se sont faites sur la technologie XBRL et les équipes ACPR voulaient revoir le reporting national français pour le mettre aux dernières normes et donc on profitait de cette réforme quinquennale pour ce faire. Et on va voir que cette réforme technique va avoir un certain nombre d'impacts et c'est sur ces impacts que je voudrais particulièrement insister pour que vous puissiez les connaître et voir comment ils se traduisent opérationnellement chez vous. Alors, sur le slide suivant, je voulais juste rappeler les textes fondateurs en France. Alors, il y a deux textes fondateurs, hein. Je ne vais pas aller dans le détail, mais une instruction et une décision du gouverneur qui sont sortis et qui redéfinissent, comme vous pouvez le voir, les scopes d'application, les États, la représentation des États et un certain nombre de données. Ce que vous pouvez voir tout de suite, d'ailleurs, dans le nom des États, hein, c'est que les États, maintenant, s'appellent RB 1101. Donc, on va avoir des acronymes. Un peu comme à l'époque de la BAFI avec la 4000 et la 8000, on retourne sur des acronymes, ce qui va avoir un petit impact peut-être d'acculturation de vos équipes, qu'il ne faut pas forcément négliger, qui n'est pas important, mais qu'il faut quand même prendre en compte. Alors, il y a ça qui est intéressant, et sur le slide suivant, sur le site iSurfi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, la CPR Banque de France a publié, alors c'est une version draft, mais les impacts en termes d'assujettissement par typologie de population. Et on peut voir, alors à vérifier de l'exactitude, parce que je le répète, c'est encore une version draft, mais que certains reporting pour certaines populations ne seraient plus requis dans RUBA. Donc après, c'est à vérifier par rapport aux instructions qui, elles, font foi, mais ça peut être une bonne nouvelle. Ce n'est pas toujours en ajout, même si on va voir qu'il y a un certain nombre de nouvelles demandes avec ce reporting RUBA en termes de granularité. Alors, sur le slide suivant, je voulais juste vous rappeler le calendrier. Donc, à l'origine, RUBA, ça devait rentrer en production pour décembre 2020, puis après, ça a été reporté à avril 2021. La crise sanitaire aidant, la Banque de France, la CPR et la BCE se sont mis d'accord pour pouvoir le retarder, et c'est une très bonne chose, hein, contrairement à CRD5
qui reste au 30 juin 2021. Donc, ça a été retardé. Donc, les premiers établissements auront à le remettre, ceux qui sont sur base mensuelle sur l'arrêté de janvier 2022 et ceux qui sont sur base trimestrielle sur l'arrêté de mars 2022. Alors, pour Ruba, à l'heure actuelle, vous avez à peu près, en tout cas d'un point de vue technique, on a à peu près toutes les informations pour travailler. On a reçu un certain nombre de taxonomies draft et une première version en avril, fin avril, complète de la taxonomie avec les validations. On a reçu aussi en juin des validations complémentaires qui ne seront pas jouées en XBRL et qu'il faudra implémenter, j'en parlerai un petit peu après. Et on attend une correction, une taxonomie corrective. Alors normalement c'était pour juillet. Je ne sais pas s'ils ont reçu pour l'instant beaucoup de retours sur la taxonomie d'avril, donc elle sera peut-être publiée un petit peu après. Mais en tout cas, les éditeurs ont tout ce qu'il faut pour commencer. Au niveau des changements, hein. Donc si on regarde les changements réglementaires, alors je vais passer très vite là-dessus, de toute façon vous avez des petites illustrations dans les slides. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces changements, ils sont circonscrits en termes de tableurs, hein. Vous avez 22 tableurs qui sont impactés, donc par tableur, soyons clairs, un situation France, un situation toute zone, ce sont 2 tableurs différents. Donc il y a 22 tableurs ou variantes, si vous voulez, qui sont impactés. 20 tableurs sont impactés dans le cadre des réformes BCE et les 2 tableurs restants, à savoir le devis situ, pour lequel il y a une ventilation sur la nationalité qui est supprimée, et le CAEP qui en fait n'était pas avant dans le reporting sur FI, qui était un état qui était à remettre uniquement par les établissements de paiement et qui avait une taxonomie spécifique qui est inclus dans le reporting RUBA. Donc les grosses modifications sont portées par la BCE. Elles vont toucher principalement les états M-créance, MCS-creux, situation et ainsi de suite. Alors, le reporting RUBA, je le rappelle aussi, ça remplace Surfi. Par contre, ça ne remplace que les états XBRL de Surfi. Donc, des reportings comme M-Contrant, M-Titrant ne sont pas impactés par RUBA et bien évidemment, tous les autres reporting XML comme Protid ne le sont pas non plus. Alors, en termes d'impact fonctionnel, il y a un nouvel état, le M-Cache Pool. Alors, je l'ai mis sur le slide suivant. Je vais juste en parler très rapidement de cet état. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne sera pas à remettre par tout le monde, uniquement par les établissements déjà qui sont soumis à un assujettissement mensuel et uniquement ceux qui dépassent le seuil. Alors il y avait pendant un certain temps un flou sur le seuil, l'instruction du gouverneur, du moins la décision du gouverneur l'a défini. Le seuil, il concerne donc uniquement les établissements soumis à la collecte mensuelle dont l'encours de dépôt des crédits en cash pooling dépasse 500 millions d'euros. Alors après, je vous ai mis quelques slides qui illustrent les évolutions fonctionnelles. Voilà, sur les états de situation, on voit qu'on a des nouvelles lignes de mémorandum, dont les autodétentions des titres à revenus fixes émis, sachant que sur le M-Sitmans, vous allez retrouver la même ligne, mais aussi les autodétentions de titres à revenus variables émis. Bon, je vais passer cette slide, vous pourrez la regarder après. Vous voyez des impacts sur le M-créance avec en colonne des granularités sur les assurances et les OPC non monétaires. Alors voilà, c'est je pense un petit peu mineur. Et par contre, en ligne, vous avez de nouvelles sections qui sont demandées, hein, suivant le type de cessionnaire et le type d'IFM, qui sont assez impactantes et qui vont augmenter la granularité de l'information à produire de manière assez conséquente. Là, c'est vraiment un petit screenshot. On peut passer un petit peu, donc là, c'est juste du détail. Un autre point que je voulais vous donner, c'est la révision des secteurs, la granularité de la ventilation des secteurs d'activité sur tout ce qui était clientèle financière. Vous avez 3 nouveaux détails qui sont demandés. Autres intermédiaires financiers, institutions financières captives, prêteurs non conventionnels et auxiliaires financiers. Alors, je survole parce qu'il y aurait encore d'autres choses à dire, mais c'est pour vous donner une idée assez rapide des types d'évolutions fonctionnelles qu'on a sur ce reporting RUBA. Alors, la Banque de France la Banque de France ACPR, estimait en 2019 que ça concernait 1800 data points. Alors, j'ai pas fait le compte, mais je vous le dis juste comme un titre indicateur. Une autre information assez intéressante par rapport à
à ces agents économiques. Vous voyez que la Banque de France, dans ses Q&A par rapport aux nouveaux agents économiques et certains existants, a fait un parallèle entre les classifications Anacrédit et les classifications RUBA. Donc ça, c'est assez important pour vérifier la cohérence de ces reportings. Je vous ai rappelé la petite table. Maintenant, voilà, je voudrais juste qu'on parle des évolutions techniques. Pourquoi? Parce que certes, les évolutions fonctionnelles, je pense que vous les connaissez, ça a des impacts sur le sourcing, et ça en général, c'est assez connu. Les évolutions techniques, les impacts peuvent dépendre d'un établissement à l'autre. Ça peut être ridicule ou ça peut être un peu plus important. Alors, il va y avoir 3 impacts principaux, les référentiels qui sont revus, la présentation des données qui est revue, et ensuite le processus de production et de contrôle qui va être revu. Alors, au niveau des référentiels, la première chose, ce sont le nommage des États qui est complètement revu. Heureusement, les libellés métiers restent les mêmes. Par contre, on passe à une codification de type RBNNXX. Donc, où, par exemple, si vous allez un petit peu plus loin, l'état situation France, il va s'appeler RB02 pour dire que c'est situation, et 01, ça sera la variante France. 02, ça sera la variante reste du monde, et 03, ça sera la variante toute zone. Et 04 et 05, ça sera pour les états IEHOM, IEDOM. Donc, il va y avoir peut-être une acculturation de vos équipes à cette nouvelle codification, un nouveau langage à connaître. Dans les... Il vous reste 5 minutes. Oui, j'essaye de faire très rapide. Dans les autres évolutions, si on peut aller à la slide suivante, on va avoir aussi, alors ça impacte plutôt le fournisseur informatique, mais il faut bien se rendre compte que l'instance XBRL qui sera envoyée à la CPR Banque de France, entre Ruba et Surfi, il n'y aura pas une seule ligne qui seront identiques. Tout est refondu. Et alors, ce qui peut vous intéresser quand même, c'est que le code poste qu'on retrouvait sur les états Surfi, qui était une dimension très intéressante parce qu'elle assurait le lien et la cohérence entre les différents états, et elle donnait aussi le lien avec les PCEC. Le code poste, il disparaît dans les nouvelles documentations fonctionnelles et techniques. Par contre, on a une manière de le garder parce qu'il y a un lien qui est toujours assuré via une dimension technique qui s'appelle la dimension MC Main Component et qui permet d'assurer ce lien tel que je l'illustre. Une question qui n'est toujours pas résolue à ce jour, est-ce que dans iSurfi, les codes postes et les liens PCEC perdureront à terme? Là, j'ai quand même un gros doute. Voilà, donc ça c'était pour l'impact référentiel. L'impact présentation, le premier point, il va être peut-être minime pour vous. Il y a une volonté de la CPR de tout regrouper, de regrouper un état sur un seul onglet. Donc avant, vous aviez l'état situation qui était sur 3 onglets, actif, passif, hors bilan. Maintenant, cet état situation, il est comme dans mon très beau print screen à droite, il va être actif, passif et hors bilan à la queue leu sur le même onglet. Alors là, c'est pareil, si vous aviez des maquettes qui suivaient exactement la présentation des états CPR, ça c'est comment ils vont le rematérialiser, donc vous aurez peut-être éventuellement vos maquettes à remettre à jour. Une autre évolution dans la présentation, toujours, c'est l'identification des lignes et colonnes. C'est le petit slide d'après. L'identification des lignes et colonnes. Avant, dans Surfi, vous aviez une codification, par exemple en ligne, des hiérarchies 1.1, 1.2, 1.3. Et en colonne, on avait des numéros 1, 2, 3, 4 qui suivaient en général. Maintenant, dans Ruba, tout ça, ça passe à la poubelle. Les lignes et colonnes, ils vont passer sur 4 caractères. Ça va être comme dans le BA. Et il n'y aura pas de lien entre le poste qui s'appelait avant 1.1, maintenant elle s'appellera peut-être 100. Voilà, donc il y a toute une nouvelle grammaire à connaître. Et peut-être en fonction de si vous utilisez d'ailleurs ces éléments comme des éléments de référentiel interne, et peut-être à mettre à jour chez vous. C'est pour ça qu'on dit parlez-vous Ruba et on a fait une petite transposition sous forme de 2 personnes qui ne se comprennent pas parce que les idiomes sont différents. Ensuite, le dernier point qui est très important, je me dépêche, c'est les impacts sur les processus de production et sur le processus de contrôle. Donc avant, dans Surfi, alors je simplifie, mais la plupart des états étaient remis sur le même point d'entrée. Et en fonction de si vous produisiez à J+5 ou à J+10 ou à J+25, les données, en fait, du côté du régulateur, il les agrégeait sur les mêmes points d'entrée. C'était ce qu'on appelle la remise partielle. Maintenant, ça va plus du tout se passer comme ça. On va avoir 16 points d'entrée qui vont être cadencés par date de remise. Chaque point d'entrée a une liste bien précise d'états attendus.
Donc, si vous étiez prêt pour remettre, je veux dire, la situation France et la situation reste du monde à J+10, vous pouviez les envoyer, il n'y avait aucun souci. Maintenant, il faudra que vous fassiez 2 envois distincts. Une situation France à J+, dans le point d'entrée qui est à J+10, et aussi que vous envoyez donc votre situation reste du monde. Mais attention, votre situation reste du monde, elle n'est pas toute seule dans son point d'entrée J+25. Or, pour qu'une remise soit considérée complète, il faut que l'ensemble des états attendus pour cette remise soit fait. Donc ça veut dire que si vous vouliez l'envoyer en avance comme vous aviez l'habitude, vous ne pourrez plus. Parce que si vous l'envoyez, vous n'avez peut-être pas prêt sur l'état maturité. Il faudra attendre que l'état maturité soit prête. Donc il va y avoir des impacts comme ça. Il va y avoir des impacts sur peut-être votre process opérationnel. Et bien comprendre que maintenant, chaque remise est indépendante l'une de l'autre. Alors, je transcris peut-être mal le point. Si on regarde encore un peu plus loin, sur le slide d'après, hein, c'était juste que je vous ai dit de manière un petit peu concise. Oui, un autre point, c'est que l'annulé remplace n'existe plus. On n'est plus en mode delta. Avant, on envoyait entre une correction que les data points qui étaient changés. Maintenant, quand vous faites une correction, vous allez renvoyer l'intégralité des data points pour l'intégralité des états du point d'entrée en question. Ça, c'est au niveau du processus de production. Si on regarde le slide suivant, au niveau des contrôles taxonomiques, il y a aussi une modification. Dans Surfi, vous aviez une tolérance qui était fixe pour tous les contrôles taxonomiques. Dans Ruba, vous allez avoir une tolérance qui est dite, je me dépêche, hein, j'en ai plus pour très longtemps, qui est dite variable, et qui est variable suivant ce qu'on appelle l'arithmétique des intervalles. Et la tolérance pour chaque assertion va dépendre de 2 facteurs, le nombre de faits valorisés et le type d'opération utilisée. Ce qui fait qu'en fait, à la marge, vous allez avoir des résultats différents dans vos contrôles entre Surfi et Ruba. Parfois, Surfi va être plus tolérant que Ruba, et parfois, Ruba peut être plus tolérant que Surfi. Donc ça, il faut vous y attendre. Un autre point sur les contrôles, que j'ai mis un peu plus loin, c'est du fait de la dissociation des points d'entrée, la CPR a été obligée de sortir un certain nombre de contrôles de la taxonomie. Donc il y a 231 contrôles qui avant étaient natifs dans la taxonomie, donc qui étaient lus et qui étaient fournis par la CPR techniquement, qui ne peuvent plus l'être. Pourquoi? Parce que taxonomiquement, on ne peut pas comparer des données qui proviennent de 2 remises différentes. Donc pour ce fait, oui. Jean-Marie, vraiment un tout dernier point et après je propose à tout de passer. C'est juste ça. Donc pour ce faire, il faut que vous soyez bien conscient que votre fournisseur logiciel ou votre solution interne intègre les contrôles taxonomiques et les contrôles non taxonomiques. Voilà. Ok, ben parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Voilà, on a eu plusieurs questions. Hicham et Gérard, est-ce que vous voulez répondre à certaines questions? Merci d'être un peu plus gros, oui, c'est bon. Alors, première question, je vais prendre dans l'ordre. Hein. Les états concernant les assets encombrants, est-il possible d'avoir les sources précisant que les états BCDE ne soient pas applicables aux établissements de petite taille? Alors, on peut vous donner les sources, c'était prévu dans la réglementation au niveau des reporting. Alors, de tête, je ne l'ai pas, mais sachant qu'on ne part pas de petite taille, on part simplement des établissements qui ne sont pas des gros établissements, donc petite taille, et dont le ratio d'actifs grevés sur l'ensemble des ratios est inférieur à 15%. Ça, c'est prévu dans l'instruction. On pourra vous communiquer le texte de tête, je ne l'ai pas, mais c'était prévu c'était prévu au niveau de la transmission des informations. Je pense également une limite de 30 milliards, un chiffre de 30 milliards que j'avais vu également.
Tout à fait. Mais donc, on ne fait pas allusion aux petites tailles dans ce texte. Oui, Hein, c'est ça, oui. hein, voilà. Hein. Donc, c'est uniquement ces informations. Et le texte, faut rechercher. Je l'ai pas de tête, le texte, mais on pourra vous le communiquer si vous laissez vos références. Hein. Deuxième question, ratio de levier, tu en parles? Oui, sur le ratio de levier, donc à quoi correspond la ligne of which? En fait, c'est plutôt pour le P2G, pas le P2R. Donc, c'est le complément qui est recommandé en termes de fonds propres, CE1, dans le cadre du pilier 2. Ok. Ensuite, concernant les impacts, une période de tolérance est-elle prévue pour les remises Corep? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, j'ai rien de prévu et je crois pas, hein, par rapport. Après, Si on on prend verra. l'expérience, si on prend l'expérience 2018 ou enfin sur le Phare 2014-2018, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tolérance, il n'y avait pas de tolérance écrite, mais en fonction, il faut se rapprocher de la CPR pour voir au cas par cas. Moi, voilà, je connais un établissement qui n'était pas dans les délais, la CPR lui ont autorisé quand même de remonter à la prévu et après de faire des remises pour corriger ce qui a été déjà fait. Donc, Ensuite, dans le reporting grand risque, quelles méthodes de substitution doivent être obligatoires? Quels sont les établissements exemptés du MREL-TIRAC? Alors, vis-à-vis des grands risques, à ma connaissance, la méthode de substitution n'est pas obligatoire, hein, à vérifier par rapport au texte. Et ensuite, quels sont les établissements exemptés du reporting MREL-TILAC? Hicham, tu peux répondre? comme ça, je ne connais pas la réponse. Non, moi non plus. Anti-Lac Emerald, ça que c'est un sujet à part, on n'a pas, on peut regarder sur les textes. Il y a tout un règlement sur le TILAC Emerald. Pour moi, enfin, ça reste les grands établissements, mais les Alors, petits établissements, il y a un sujet, est-ce qu'ils vont être soumis à ça? Aujourd'hui, il n'y a pas de texte, mais est-ce qu'il y a vraiment des seuils? Ça, je ne les connais pas. alors, normalement, le TILAC, c'est fait que pour les établissements d'importance systémique mondiale. Ça, c'est clair. Hein. Mm. Et par contre, le MREL est fait pour tous les établissements, mais est fait à la demande de la Banque centrale. Alors, les établissements exemptés dans le MREL, je ne sais pas, il faut regarder. Alors, à voir. Gérard, Hicham, merci beaucoup. Peut-être, enfin, c'était très clair. Peut-être que du côté d'Invoque, vous avez des compléments d'information à apporter par rapport aux différentes questions. Tu dois être sur mute, Jean-Marie. Malheureusement, sur le sujet MREL-TILAC, on a beaucoup d'établissements qui ont les mêmes problématiques pour définir exactement s'ils sont assujettis ou pas. Donc de mon côté, j'aurais pas sur ceux qui ont à remettre la partie MREL d'informations complémentaires, malheureusement. Je ne sais pas pour toi, Antoine, mais je ne pense pas qu'on en ait à l'heure actuelle. Ouais, non, non plus. Alors, on a reçu des questions très précises relatives notamment au C34.01 et relatives au CRR ou CRR simplifié. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Là, c'est 34, c'est l'état, c'est l'asset encombrance, ça, non? Non, 34, c'est les nouveaux états. 34, c'est les nouveaux états relatifs aux assets encombrances, non? C'est pas ça? 34. Ou alors les méthodes de calcul, c'est plutôt les méthodes de risque de crédit, de contrepartie sur les dérivés. Voilà. Alors, Le C3401, il me semble que c'est l'État qui va définir les seuils sur les dérivés, en effet, le size of the derivatives. Voilà, pour le calcul des dérivés. Ouais. Alors, faut-il inclure dans le calcul du volume des activités notionnelles? Bon, là, pour l'instant, je ne sais pas répondre. Hein, par rapport. il y avait aussi qui dit ça pour le P2R, P2G. Ouais, en fait, sur le levier, ouais, en effet, il y a deux lignes.
Dans les off-switch, il y a une que je disais tout à l'heure, donc ça concerne le P2G et la ligne 360, ça concerne le P2R. Donc, je confirme la réponse ou la question de Caroline. Ouais. L'état 734, je ne sais pas, j'attends d'ouvrir le fichier Excel. Alors. Alors, Max. Oui, alors sinon, Hicham, merci beaucoup. Je dirais, l'idée de ce webinaire, c'est de donner un overview sur un certain nombre de points, que ce soit des points techniques ou réglementaires. Ensuite, les participants peuvent également nous poser des questions par email. On prendra contact avec ces derniers. Il est 19h29. Oui. Maxence, oui, excuse-moi de te couper. C'était juste une petite illustration de la puissance quand même du groupe Montaigne et AVGES. Par rapport à la question sur le MREL TILAC, donc en consultant tout de suite la communauté AVGES Montaigne, eh bien, on a la réponse. Alors, sur la partie TILAC, c'est obligatoire, hein, donc pour les établissements systémiques, et donc par définition, pour les établissements qui ne le sont pas, ce n'est pas applicable. Sur la partie MREL, sur les 7000 banques qui ont été convoquées par le SRB, par le Creux, ils ont certainement donc une définition à faire avec le régulateur, et en fonction, si l'établissement a vocation à être résolu, forcément il va être éligible au MREL. S'il n'a pas vocation à être résolu, ça veut dire qu'en cas de faillite, il va être liquidé. A priori, il ne sera pas éligible au MREL. Donc voilà un peu les cas d'exemption qu'on a à ce stade. Et comme le disait Maxence, n'hésitez pas à nous écrire, et bien sûr, on se fera une joie de vous répondre sans problème, de manière la plus détaillée possible. Bah non, merci beaucoup. Ça montre très bien effectivement la puissance du groupe AVGES Montaigne. Alors voilà, écoutez, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci aux équipes d'Invoke d'avoir été présentes. Merci également à l'AVGES d'avoir participé. Merci également à Montaigne pour son intervention. Donc, si vous souhaitez être accompagné sur les problématiques réglementaires, prudentielles ou fonds propres, vous pouvez vous adresser à Montaigne, qui se fera une joie de vous répondre. Sur la partie formation, la référence étant l'AVGES, AVGES Formation, tout ce qui est comptabilité, finance, risque. Et puis, évidemment, on a envie d'automatiser les reportings. C'est de plus en plus complexe, ça prend du temps. Voilà, on pense tout de suite à Invoke. Voilà. Donc, vous recevrez une synthèse des slides présentés. Vous aurez les coordonnées de chaque intervenant. Vous aurez la liberté de prendre contact avec chaque intervenant si vous avez des questions ou compléments. Oui, Hicham? Juste pour la question sur le 734-01, en fait, c'est un état qui s'applique aussi bien pour les établissements qui utilisent la méthode standard ou la méthode de l'exposition initiale. Et quand je dis la méthode standard, ça peut être également la méthode standard simplifiée. Et auquel cas, il faut bien le spécifier dans l'état. Donc voilà, donc c'est un état pour tout ce qui est, pour indiquer le volume d'exposition sur les dérivés bilan et hors bilan. Donc avec une vue 1 mois, 2 mois et 3 mois. Donc voilà. D'accord. Hicham, merci beaucoup, merci à tous. Il est 19h32. On vous souhaite une excellente soirée, puis on vous dit au prochain webinaire. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.